Alors, je vous fais juste un tout petit mot d'introduction et puis je passerai la parole à Agathe Faure, qui est conseillère personnes âgées à la FEAP et qui animera cette conférence. Juste pour vous dire en un mot ce qu'est Silver Fourchette, le projet dont on va vous parler ce matin. Silver Fourchette est un concours de gastronomie pour le grand âge. Alors, euh, pourquoi ce projet On a voulu, au sein des EHPAD de groupe SOS Senior, traiter de la question de l'alimentation, qui est un sujet central dans la vie de ces établissements. On aurait pu le faire de différentes manières. On aurait pu former nos équipes, on aurait pu organiser un colloque sur la dénutrition. On a plutôt choisi de créer un véhicule ludique, fun, qui soit une opération qui fédère les équipes, qui fédère les personnes âgées, qui fédère les partenaires autour du plaisir de manger. Donc l'angle d'attaque pour nous, il était bien celui-ci. Alors très simplement, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un Top Chef EHPAD. Et ce projet allait nous permettre effectivement d'aborder évidemment de manière approfondie tous les sujets liés à l'alimentation, mais à travers une opération événementielle, un parcours qui allait nous mener jusqu'au bout de l'année. Alors très simplement, Silver Fourchette est aujourd'hui, après une première expérience organisée au sein des établissements du groupe SOS, un projet qui a une dimension nationale et qui a été organisé en partenariat avec la FEAP, la Fédération hospitalière et des services d'aide à la personne, gros acteurs du monde du social, du médico-social et du sanitaire, avec qui nous avons porté ces ambitions au niveau national. Mais je passe tout de suite la parole à Agathe. Merci. Donc, nous vous proposons pour cette heure qui nous est impartie de pouvoir traiter de la thématique de l'alimentation des personnes âgées. Et pour ce faire, nous vous proposons 3 angles d'approche. Donc ces 3 angles, ça va se dérouler dans une première partie avec le docteur Catherine Réa, qui est conseillère médicale à la FEAP et qui viendra un petit peu nous parler du rôle de la nutrition chez le sujet âgé, surtout lorsque l'on sait que les changements physiologiques liés notamment au vieillissement ont un impact majeur sur l'alimentation. Et ensuite, nous donnerons la parole à Loïc Rameau, qui est directeur des projets et partenariats dans le groupe SOS Senior et accessoirement ancien directeur d'EHPAD et qui pourra venir nous donner un petit peu sa vision du rôle de la restauration en maison de retraite et plus particulièrement comment allier principes nutritionnels et plaisir de manger en établissement. Puis ensuite, ce sera donc David Giffard, qui est, lui, directeur des projets au groupe SOS, qui viendra nous donner de plus amples informations sur le concours Silver Fourchette, qui est une réponse ludique aux problématiques liées à l'alimentation. Et nous devions accueillir pour une dernière intervention Éric Bonabo, qui devait venir témoigner de son expérience, puisque c'est le grand gagnant de Silver Fourchette pour l'édition 2014-2015, mais qui, malheureusement, pour des raisons personnelles, n'a pas pu se rendre au salon aujourd'hui et vous prie de bien vouloir l'en excuser. Donc je propose tout de suite au docteur Catherine Réa de venir au pupitre. Et donc du coup, docteur, en tant que médecin gériatre, pouvez-vous commencer par nous donner quelques chiffres clés et les grands principes de la nutrition chez le sujet âgé? Merci Agathe. Alors vous savez que dans les EHPAD, il est toujours difficile d'apprécier exactement la prévalence de la dénutrition. Donc plusieurs chiffres se promènent dans la littérature, comme on dit. Ça va de 15 à 38%. Ce qu'il faut savoir, c'est que réellement, de dépister aujourd'hui, à travers un outil qui évalue les besoins de soins des personnes âgées, qui est l'outil Pathos, sur les données 2014, eh bien, nous étions à 16% de patients, de résidents étiquetés dénutris. Mais la dénutrition, ça n'est pas tout. On a le droit de manger pas beaucoup, de ne pas être dénutri, mais d'être à fort risque de dénutrition. Alors, évidemment, quand on est dénutri, on est plus sensible aux infections, on est plus sensible aux escarres, on risque de tomber parce que si on est dénutri, on n'a pas suffisamment de masse musculaire. Donc, on est
comme on dit, en situation de fragilité, on augmente le risque de maladie, on augmente aussi le risque de mortalité. Vous voyez que les chiffres sont impressionnants puisqu'on multiplie par 4, voire 8 fois les complications des maladies chroniques que l'on peut avoir. Et puis, on a plus de chances de décéder rapidement. Et les chiffres donnés de la littérature, c'est 2 à 4 fois plus. Donc, il faut dépister cette dénutrition. Pour ça, il faut pouvoir donner à manger aux personnes âgées. Et donc, justement, docteur, pouvez-vous nous donner des pistes pour pouvoir anticiper et repérer justement ces risques de dénutrition? Alors, repérer la dénutrition, c'est d'abord très facile. Il suffit de peser les personnes. Alors, peser, c'est pas si facile que ça, cependant, en EHPAD, parce que les personnes, vous savez, ont besoin, pour être pesées correctement, d'être sur des installations particulières. On peut être pesé au lit, on peut être pesé sur des fauteuils à bascule. Évidemment, une personne âgée, quand elle est chez elle et qu'elle se pèse sur un pèse-personne et qu'elle est un petit peu fragile et qu'elle a des troubles de l'équilibre, vous savez, elle se pèse en mettant la main sur le mur et donc on n'a jamais le bon poids. Mais peser les personnes en EHPAD, c'est du travail de professionnel. Il y a des dispositifs pour ça. Donc la première chose, c'est de peser. Si on constate une perte de poids, il faut la surveiller parce qu'au bout d'un certain pourcentage, que vous avez là, mais que vous n'êtes pas obligé de retenir. Il faut suivre le poids en EHPAD. Et quand on a une perte de poids significative, on parle de dénutrition. Mais on parle aussi de dénutrition quand sévère, quand le poids est beaucoup plus important. Alors le poids, c'est pas tout. On a l'habitude, et vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle d'indice de masse corporelle, tout le monde le calcule. Vous savez, on regarde si on est dans la bonne fourchette, entre 18 et 25, pour voir si on est dénutri, si on est obèse, pas obèse, si on est à risque ou pas à risque. Chez une personne âgée, c'est toujours difficile à apprécier. Le calcul se fait avec le poids et la taille. Alors, avoir la taille exacte d'une personne âgée, c'est souvent la taille de la carte d'identité. Elles se sont tassées, c'est plus vraiment vrai. Et on a des personnes âgées qui sont toutes frêles, toutes menues, mais qui sont pleines de muscles et qui ne sont pas dénutries. Et à l'inverse, on va avoir des personnes en situation plutôt, entre guillemets, d'obésité, qui sont pas pleines de protéines et pas pleines de muscles, mais où la masse grasse est un peu plus importante, qui sont des vrais dénutris, ou encore, en personnes âgées, on a aussi des pathologies chroniques qui donnent des œdèmes, donc on a des éléments faussés. Mais ceci dit, le poids reste quand même un bon repère à suivre. Alors, on a aussi d'autres risques qu'il faut connaître. Le mauvais état, je ne vais rien apprendre parce que tout ce que je vais vous dire est évident. Il y a les pathologies bucco-dentaires. Si on a des mal aux dents, si on a mal dans la bouche, on a des soucis. Il ne faut pas penser que si on n'a pas de dents, on ne peut pas manger. On peut manger sans dents. Par contre, quand on a un champignon dans la bouche ou quand on a des plaies dans la bouche ou une sécheresse buccale, c'est difficile de s'alimenter correctement. Il y a aussi les pathologies chroniques, les pathologies anorexigènes. Vous savez, quand on a un cancer, on a moins faim parce que la maladie est anorexigène, mais on a aussi les médicaments. Et puis on a aussi toutes les pathologies chroniques qui vont limiter l'appétit des personnes. Alors déjà qu'une personne âgée en vieillissant n'a plus le goût, n'a plus l'odorat et a moins faim, vous savez, l'adage des personnes âgées qui disent « en vieillissant, j'ai moins besoin de manger », c'est pas vrai. En vieillissant, on perd la sensation de faim comme on perd la sensation de soif, et les pathologies chroniques accentuent ces phénomènes. Alors, vous pouvez tout imaginer, parce que la liste, elle est impressionnante. Les situations les plus fréquentes dans la pathologie chronique, c'est évidemment l'insuffisance cardiaque, parce que très souvent, on va mettre un peu au régime. Chez les personnes âgées, il faut faire très attention. On n'est peut-être pas obligé de mettre tout le monde au régime et être dans une situation idéale. Il y a tout ce qui est infection, tout ce qui est site de chirurgie. Et puis, vous savez qu'en EHPAD, on a beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer apparentées, qui déambulent toute la journée. Et cette déambulation, c'est de l'activité physique intensive et elles ont des gros besoins. Et docteur, pour terminer sur ce point technique lié à la nutrition, pouvez-vous donner quelques conseils pour aider les personnes âgées justement à retrouver le plaisir de manger? Alors, peu importe la cause de la sous-alimentation des personnes âgées, si vous leur donnez du plaisir, qu'elles soient malades ou en bonne santé, elles vont manger. Et pour donner du plaisir, puisqu'on mange, il faut leur donner l'envie de manger sans faim. Et pour ça, c'est tout l'intérêt de faire des beaux plats, de redonner du goût, de faire des belles présentations, de préserver le lien social. Tout ça, ça n'est pas très gériatrique. Si nous, on a envie de faire la fête, on va au restaurant avec des amis et si c'est beau, on mange avec plaisir. Et les personnes âgées, elles ont aussi cette même envie de plaisir. Et on oublie trop souvent qu'une personne âgée va beaucoup mieux, moralement et physiquement, si elle a du plaisir.
donc Silver Fourchette. Merci beaucoup, Catherine. Vous venez de nous montrer en fait finalement que la nutrition est un rôle primordial dans l'accompagnement du bien vieillir, que ce soit à domicile ou en établissement. Mais justement, une fois que nous sommes en établissement, de quelle manière et comment est-il possible de mettre en place l'ensemble des principes nutritionnels? Et pour ce faire, je demande donc à Loïc de bien vouloir venir à la tribune. Loïc, pouvez-vous nous dire un petit peu de quelle manière les cuisiniers d'EHPAD, et là je fais référence à votre ancienne fonction de directeur d'EHPAD, arrivent à allier, à concilier exigences réglementaires, régime alimentaire et plaisir de manger? Oui, alors il faut savoir que la restauration dans les EHPAD, c'est évidemment visé à prévenir et à lutter contre la dénutrition, mais, et c'est tout à fait complémentaire, c'est de favoriser le plaisir de manger dans les établissements pour l'ensemble des résidents qui y résident. Donc comment on procède dans les établissements pour faire en sorte que la restauration favorise le plaisir de manger? C'est bien évidemment de travailler sur les goûts et les saveurs des plats, l'équilibre alimentaire, mais c'est aussi de faire attention à la qualité du service de restauration, la qualité du service hôtelier, en veillant à assurer un dressage des assiettes de qualité qui donne des plats appétissants visuellement, aussi bien qu'au niveau des saveurs et des goûts, et puis de travailler sur la qualité du service en formant les professionnels pour faire en sorte que les résidents prennent plaisir à manger dans des salles de restaurant qui sont aménagées pour favoriser la convivialité et les échanges. Après, ce sur quoi il faut qu'on fasse attention, c'est à travailler sur la qualité de service, le plaisir de manger, tout en veillant à respecter les contraintes inhérentes au fonctionnement des établissements. D'une part, les normes HACCP qui régissent et qui assurent la sécurité alimentaire des résidents, mais qui n'empêchent pas de mettre en place de nouveaux projets ou des innovations. Elles fixent juste un cadre pour faire les choses dans les règles en assurant la sécurité de nos résidents. Et puis, l'approche la plus peut-être difficile et sur laquelle on travaille le plus aujourd'hui en établissement, c'est le travail pour assurer un même plaisir de manger aux résidents, peu importe le régime, peu importe la pathologie du résident, et de nous adapter au résident et à ses difficultés pour lui donner le plaisir de manger, qu'il ait un régime hyposodé, qu'il ait un régime diabétique ou qu'il soit en texture modifiée du fait de ses problèmes de mastication ou de risque de fausse route. Loïc, pour guider justement les maisons de retraite à pouvoir accompagner le bien vieillir et surtout le bien manger dans leurs établissements, quels conseils pourriez-vous leur donner? Quels outils, quelles formations, quels projets à réaliser? Alors, dans un premier temps, la base, c'est d'assurer des professionnels qui soient compétents et qui soient formés aux spécificités de la personne âgée. C'est pour cela qu'il faut évidemment assurer des formations auprès des personnels de cuisine sur évidemment les normes HCP, mais les textures modifiées, le manger-main, et d'assurer également des formations auprès des personnels qui vont assurer le service de restauration pour aussi qu'elles fassent attention au niveau du service à respecter la temporalité du service pour les personnes âgées et d'assurer un service de qualité en respectant la convivialité de ces moments. Il paraît indispensable aussi qu'une diététicienne intervienne, mais ça, j'ai envie de dire, ce sont des choses fondamentales dans le fonctionnement de tous les établissements, et aujourd'hui, quasiment tous les établissements y ont recours. On parlait également du choix d'externaliser, d'internaliser la restauration. À mon sens, c'est une question qui dépend vraiment du type d'établissement. Je reviendrai juste sur le choix de notre groupe, SOS Seniors, d'internaliser la prestation restauration dans la plupart des établissements, principalement pour des raisons d'organisation, parce que ça nous permet de contrôler la qualité du service, de former l'ensemble de nos cuisiniers aux mêmes pratiques et d'assurer donc une homogénéité, une qualité de service dans tous les établissements de notre groupe. En revanche, dès qu'on veut parler d'innovation et de nouveaux projets dans les établissements, je pense qu'il faut ramener tout de suite la parole aux résidents des établissements. Ce sont eux, et c'est par les souhaits et les envies qu'ils expriment que l'on développe de nouveaux projets. Et je pense que, pour faire un petit retour sur Silver Fourchette, ce qui nous a aussi amené à développer ce type de projet, c'est le fait que la restauration, c'est un des axes principaux de la vie dans l'établissement
Et dans les commissions restauration, dans ces temps d'échange au niveau des résidents, ce qui ressortait aussi, c'est l'envie d'une alimentation qui soit festive et qui donne plaisir aux résidents. Merci beaucoup Loïc pour ce témoignage. Vous avez su très bien mettre en avant finalement ce rôle primordial de la restauration dans les établissements. Et malheureusement, il est vrai que le métier de chef cuisinier en EHPAD n'est pas assez mis en avant. Et pour ce faire, le concours Silver Fourchette a permis et va encore permettre de mettre en avant le savoir-faire et la créativité des chefs cuisiniers en EHPAD. Et donc, je propose à David Giffard de venir nous expliquer un petit peu plus en détail donc, ce que peut faire le concours Silver Fourchette. Et donc, David, si nous revenons au début, aux prémices de ce concours, quelles ont été finalement les motivations pour le groupe SOS de se lancer dans un tel projet ? Les motivations, elles ont déjà été un petit peu exprimées. C'est quelle réponse le groupe SOS est en capacité d'apporter sur les questions de dénutrition qui ont été exposées par Catherine. Comment est-ce qu'on redonne le plaisir de manger aux seniors? Comment est-ce qu'on aborde ces questions qui sont centrales dans la vie d'un établissement, à la fois d'un point de vue gestion, mais aussi d'un point de vue cadre de vie, d'un point de vue convivialité. Et c'est bien ça, effectivement, le sujet qui nous a principalement conduit à développer cette opération. Alors oui, Silver Fourchette, c'est renforcer le plaisir de manger des seniors, ça a largement été dit, mais c'est central. Il faut considérer que finalement le temps du repas, c'est probablement un des derniers plaisirs qui peuvent leur rester. Et du point de vue du gestionnaire, c'est important de pouvoir investir ces temps-là et d'y apporter une brique nouvelle. Donc c'était notre intention à travers cette opération. Agathe, tu l'as dit aussi, la profession de cuisinier en EHPAD, c'est une profession qui est finalement assez peu valorisée dans l'échelle de la gastronomie. Être cuisinier dans un établissement collectif, c'est un peu le niveau zéro. Donc nous, on a souhaité vraiment mettre un coup de projecteur sur ces professions-là qui participent activement et au quotidien au bien-être des personnes, mais aussi à toute l'appréhension de leur situation de santé. Et quand on parle de dénutrition et qu'on considère que la dénutrition est l'affaire de tous, c'est aussi l'affaire des cuisiniers qui se doivent d'adapter les menus, qui se doivent de construire une réponse la plus personnalisée possible aux problématiques de nos résidents. Alors, je crois que l'édition 2014-2015 est terminée. Je m'adresse à vous et à Loïc. Finalement, quel bilan tirez-vous de cette première édition ? Première édition, déjà, il faut savoir que... Peut-être mettre un peu plus. Cette première édition, il faut juste savoir qu'on ne savait pas exactement où on allait, en fait. On était sur un projet qui allait toucher l'ensemble de nos établissements groupe SOS Senior, mais sans vraiment savoir si on allait vraiment atteindre notre objectif, vu qu'il était déjà assez ambitieux de toucher, fédérer 46 établissements, sans savoir la réaction à la fois des résidents, la réaction des chefs de cuisine auxquels on proposait quand même un concours de cuisiniers. Et puis ce dont on s'est rendu compte très vite, dès les épreuves dans les établissements, c'est que finalement ce concours Silver Fourchette, il servait avant tout à renforcer la convivialité dans l'établissement, à renforcer le côté festif, parce que toutes les équipes ont fait preuve de solidarité, à travailler ensemble sur la décoration, l'aménagement de la salle, faire venir aussi les personnes extérieures à l'établissement pour participer à ce concours. Et les personnes qui ont finalement aussi été le plus valorisées, ce sont les chefs de cuisine qui précédemment étaient effectivement moins valorisées que les autres alors qu'elles occupent un rôle essentiel dans les établissements. Et là, elles ont vraiment pris la mesure, et puis leurs collègues aussi ont vraiment pris la mesure de l'importance de leur rôle dans l'établissement. Et puis, ce dont on a pu aussi bénéficier, c'est des retours extrêmement positifs des familles, des partenaires extérieurs des établissements qui ont aussi, quelque part, pris conscience du rôle de l'alimentation dans nos établissements. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que l'édition 2015-2016 est en cours. Pouvez-vous nous donner quelques exclusivités sur son déroulement ?
Oui, fort de la réussite de cette opération un peu test dans nos établissements l'année dernière, on a décidé d'ouvrir ce concours et de lui permettre en tous les cas un déploiement national. C'est ce que je disais un petit peu en introduction. On a souhaité s'associer donc à la FEAP pour ce faire et inviter l'ensemble des établissements qui le souhaitent à participer à cette opération. Donc il y a une vaste campagne d'inscription qui nous a amené aujourd'hui à mobiliser 150 EHPAD qui participent à ce concours, qui constitue aussi la présence de 25 groupes d'EHPAD représentés, qui est pour nous une réussite, c'est une belle représentativité du secteur qui a souhaité participer à cette aventure. C'est aussi, et je ne l'ai pas encore dit, 25 lycées hôteliers partenaires, puisqu'on a évidemment souhaité que ce concours s'ouvre au maximum et puisse permettre de faire participer des jeunes en formation. Et vous verrez dans les étapes d'après que c'est un maillon essentiel de la dynamique qui s'opère. Ces jeunes en formation travaillent en binôme avec les chefs cuisiniers pour préparer les plats et passer les épreuves de ce concours. Et ce qui est intéressant aussi, mais j'y reviendrai après, c'est une vingtaine de partenaires se sont mobilisés pour participer à cette opération, des partenaires de tous ordres qui vont nous permettre d'approfondir les sujets qu'on a pu évoquer. Voilà. Et puis évidemment, cette opération à dimension nationale et qui fédère beaucoup d'acteurs du secteur a reçu le haut patronage de Laurence Rossignol récemment. Preuve qu'on ne se trompe pas vraiment et que ces sujets sont véritablement des sujets de santé publique que ce programme se propose d'aborder. Je crois que pour que ce soit un petit peu plus concret dans la tête de tout le monde, vous avez un petit film à nous présenter, oui, dans lequel on retrouve Éric Bonabo qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Si je devais définir le concours Silver Fourchette, ça serait sans prétention et à notre niveau un top chef des EHPAD. L'idée de ce concours, en fait, c'était de faire un menu sur une base de menu traditionnel élaboré, à caractère gastronomique, et de pouvoir proposer aussi 5 assiettes en texture modifiée. La texture modifiée est une transformation des aliments qui permet qu'ils soient assimilés en toute sécurité et de façon donc diversifiée par les résidents. Au point de vue de la santé, le concours de Silver Fourchette, je pense, est un élément en plus de lutte contre la dénutrition, puisqu'il fait sortir le cuisinier en quelque sorte de ses cuisines. Et le fait d'avoir un but commun, on a été tous de concert pour participer, pour préparer quelque chose. Et d'ailleurs, même les familles et les résidents étaient de la partie, puisqu'ils notaient les cuisiniers. Donc chacun avait un rôle et ça a donné un dynamisme à l'équipe. On a été noté par des professionnels indépendants de chaque région. On a reçu aussi de bons retours de leur part, de bons retours de la part des écoles hôtelières parce qu'ils étaient aussi contents d'avoir fait participer leurs élèves. Parce que c'est vrai qu'en EHPAD, c'est peut-être un métier qui est aussi pas sous-évalué, mais moins regardé que les autres. Les cuisiniers nous ont régalé, à la fois les papilles, mais aussi au niveau visuel, c'est assez formidable ce qu'ils ont été capables de faire. Et on est très contents de cette initiative du Silver Fourchette. Ce concours m'a apporté en fait une motivation supplémentaire que j'avais déjà, mais c'est vraiment surmotivant. On a envie de se décarcasser un peu plus et puis de faire plaisir à nos clients, nos résidents. La dénutrition est l'affaire de tous, du cuisinier, du chef d'établissement, de l'infirmière, du médecin traitant.
des familles. Et je crois qu'il faut que tout le monde se mobilise. Et des concours type Silver Fourchette est en fait une grande fête contre la dénutrition. David, pouvez-vous nous donner finalement maintenant les prochaines étapes justement du déroulement de l'édition 2015-2016 ? Oui, alors vous avez compris, hein, c'est très simple, hein, un concours de cuisine qui commence par une première étape en EHPAD. On l'a dit, hein, ça doit d'être une fête. Donc la première étape, c'est un temps fort qui se déroule en EHPAD. Le comité d'organisation délivre tous les outils pour pouvoir animer au sein de son établissement un temps fort autour de ce concours-là, avec évidemment une participation active des résidents, hein, puisque c'est vraiment le point central. Les résidents participent à l'élaboration des menus, à la décoration de la salle, notent leur chef, l'encouragent pour passer à l'étape d'après, puisqu'elle n'est pas éliminatoire, cette première étape en EHPAD. Donc tous les chefs sont invités à participer à une épreuve départementale, qui celle-ci se déroule en lycée hôtelier. Les premières ont commencé, mais le gros des épreuves va se dérouler sur le début de l'année 2016, à partir du mois de janvier et ce jusqu'au mois de mars. Sur ces épreuves en lycée hôtelier, c'est très simple, hein, les chefs cuisiniers concourent en binôme avec un jeune en formation du centre d'apprentissage, élaborent un menu en cuisine classique et un autre, le même en cuisine traditionnelle, en texture modifiée, pardon. Et évidemment, ils sont évalués sur les deux dimensions de cette présentation. La texture modifiée est une technique culinaire qui permet aussi de proposer des choses attractives, de développer l'appétence auprès des personnes âgées avec une présentation et des saveurs qui respectent les aliments d'origine et les recettes d'origine. La thématique et la cuisine de mon enfance, qui là aussi permet des réminiscences et permet aussi une participation active des résidents dans la proposition des menus qui sont retenus. Ensuite, les deux gagnants de l'épreuve départementale sont invités à participer à une épreuve régionale et ainsi de suite jusqu'à la finale qui se déroulera à la fin du mois d'avril à Paris. Probablement à l'école Ferrandi, qui est une école prestigieuse de restauration, en présence du parrain de cette opération, qui est Thierry Marx, et qui, depuis les premiers temps, soutient cette initiative avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, alors on a déjà quelques retours, hein. Je vous parlais des épreuves en EHPAD qui se sont préalablement déroulées. 150 épreuves ont déjà eu lieu. On a des retours extrêmement positifs. Il faut imaginer à quel point la dynamique est forte dans les établissements. Les gens se mobilisent, évidemment, les familles sont invitées à participer, les partenaires, les acteurs du territoire se retrouvent dans ces temps forts locaux qui sont évidemment des grandes fêtes. Les personnes âgées, les résidents se prêtent au jeu. On a des retours extrêmement positifs, on reçoit plein de vidéos, plein de photos. Là, on touche du doigt un peu ce qu'on est allé chercher finalement, hein. C'est cette dynamique interne qui s'opère malgré nous, organisateurs de cette opération, et qui permet d'approfondir les sujets, puisque derrière, vous l'avez vu, on est quand même sur une organisation très professionnalisée, sur une logistique très importante à l'échelle nationale. Les épreuves se déroulent dans 18 régions et on va à la rencontre de territoires, d'acteurs nouveaux. On cherche à mobiliser les partenaires publics, les partenaires privés autour de ces opérations. Les gens viennent au jury, on a des restaurateurs étoilés qui sont présents au jury. Certains ont décidé même de mettre le menu gagnant à la carte de leur restaurant parce qu'eux aussi accueillent des personnes âgées dans leurs établissements. Voilà, c'est toute cette dynamique-là finalement qui fait la richesse de ce programme. Et David, vous l'avez à juste titre souligné, ce concours est parrainé par le chef Thierry Marx, mais il est également publicité par de nombreux partenaires. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est un programme, c'est une opération événementielle, mais nous, on ne voulait pas s'arrêter là. Quand on a questionné un peu ce projet, on s'est posé la question de quelle trace on laisse. Comment est-ce qu'on sort juste du cadre événementiel qui fait qu'à la fin de l'opération, à la fin de l'aventure, le soufflet retombe. Donc on s'est dit, Silver Fourchette, c'est surtout un prétexte pour aborder les questions de fond. Et ces questions de fond qui sont au cœur des préoccupations, évidemment des professionnels de santé et de la dépendance, mais aussi des gestionnaires d'établissements.
Comment est-ce qu'on aborde ces questions centrales? On a décidé d'inviter des partenaires pour travailler avec nous. Et on va retrouver dans le paysage des partenaires de Silver Fourchette des acteurs de la restauration, les grands, Elior, Sodexo, Sogeres, Rest Alliance. On va trouver des professionnels de la nutrition santé, des fournisseurs de texturants, des partenaires comme Nutricia, comme Nutrisens, Nutriculture. On va trouver aussi des opérateurs du monde de la prévoyance et du monde de l'assurance, avec la Massif qui est partenaire de cette opération, des acteurs de la grande distribution avec Carrefour et Auchan, qui ont tout de suite compris l'intérêt pour eux aussi de se rapprocher de ces secteurs et de développer des offres adaptées, etc. etc. Mais ça nous permet surtout d'aborder ces questions-là, celles qui sont finalement portées intrinsèquement par les questions liées à l'alimentation des personnes âgées en établissement. L'occasion pour nous d'aborder les questions d'innovation culinaire avec un certain nombre d'acteurs comme Robocoupe par exemple. On travaille des nouveaux outils, on travaille des nouvelles techniques qui vont permettre de faire monter en compétence les chefs de cuisine sur ces sujets et proposer des menus toujours mieux adaptés aux problématiques. Les problématiques de fausse route, ça a été dit, de dysphagie, de régime alimentaire particulier. Avec ces techniques-là, on est capable de renforcer le plaisir de manger tout en garantissant un apport alimentaire nutritionnel adapté. Ça nous permet évidemment d'aborder les questions de nutrition santé, bien entendu, mais aussi les questions de formation. Vous savez que le personnel dans les établissements de soins est très exposé aux difficultés de ces métiers-là. Ce sont des métiers qui ne sont pas faciles et c'est important pour nous de susciter des vocations. C'est important aussi de nouer des partenariats avec des jeunes pour susciter des vocations. C'est important d'organiser des filières, de mobiliser le personnel autour de projets d'innovation sociale que le groupe peut porter. C'est une occasion aussi d'aborder des questions de dynamique territoriale. C'est important que nos établissements soient ouverts sur l'extérieur, que la ville, le quartier puisse pénétrer l'EHPAD et à l'inverse, que l'EHPAD puisse s'ouvrir sur son environnement proche en allant mobiliser des acteurs qui sont plus ou moins loin de ces problématiques-là, mais qui peuvent avoir un intérêt à participer, à contribuer à cet effort d'impact social sur les territoires. Et je pense évidemment pas uniquement aux acteurs publics, les collectivités, les élus, mais aussi aux partenaires privés. On parlait des restaurateurs tout à l'heure, mais c'est très satisfaisant de voir à quel point ils peuvent localement s'impliquer dans des programmes de ce type. Il y a une autre question qui se pose aussi en tant que gestionnaire d'établissement, c'est la gestion de cette restauration. C'est pas simple, vous savez qu'on évolue dans des univers contraints. À travers ce projet, ça nous permet d'aborder les questions de fond liées à l'approvisionnement, liées à la gestion des déchets. Les EHPAD vont bientôt se faire taxer par rapport au volume de déchets qu'ils produisent. C'est important pour nous de voir dans quelle mesure on peut les réduire au maximum et on peut travailler ce sujet-là de manière concrète avec des professionnels et des partenaires dont c'est le métier. Ça nous permet évidemment d'aborder la question de l'organisation, de la production de la restauration. Nous, on a fait le choix d'intégrer la restauration aux établissements, mais ce n'est pas le cas de tous les EHPAD qui participent à ce concours-là. Et quel que soit le choix qui est fait, les réponses sont multiples, mais ça vaut le coup de les travailler avec des acteurs clés sur ces thématiques-là et de faire en sorte qu'on partage les connaissances et qu'on progresse ensemble sur ces sujets-là. Et puis évidemment, mais je l'ai gardé pour la fin, la question des ressources humaines est importante. Quand on parle de dynamique, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on est dans des établissements où la gestion doit se faire au cordeau, on est dans des établissements où la dimension médicalisée est très forte et peut-être de plus en plus, mais ça reste des lieux de vie. Et c'est important pour nous que la traduction de ce lieu de vie se fasse à travers des équipes dynamiques, des équipes soudées, solidaires, des équipes qui renforcent le prendre soin des autres. Et ça commence par prendre soin de nos équipes. Et quand on mène un programme comme celui-ci, comme Silver Fourchette, on mobilise à 100% les équipes de nos EHPAD et toutes les fonctions transverses du groupe pour porter une dynamique collective dans une logique de bien-être de nos résidents. Voilà ce que je pouvais vous dire sur finalement le véhicule que constitue Silver Fourchette en termes
d'ouverture, de projets de développement, de projets d'innovation, avec une dynamique qui est largement portée de manière collective avec l'ensemble des partenaires qui ont rejoint cette aventure. Et je ne peux que vous inviter à le faire si le cœur vous en dit, de vous impliquer avec nous dans cette opération. Merci beaucoup David pour cette intervention riche d'informations. Je propose peut-être au public de s'exprimer s'il souhaite réagir à ces interventions, s'il souhaite témoigner par rapport à ce qu'il a mis peut-être en place sur un de ces établissements. La parole est à vous. N'ayez pas peur, il faut toujours qu'un premier commence. Monsieur, au fond. Je pense qu'un micro arrive. Juste là-bas. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous envisagez une évaluation scientifique un peu sérieuse de Silver Fourchette ? Parce que vous nous parlez de succès, de réussite, mais étant donné les chiffres qu'a présenté le docteur Réa au début de l'impact de la dénutrition et l'importance de la nutrition sur la morbidité et mortalité, on devrait voir apparaître ces résultats en termes, au-delà du bien-être, vraiment en termes de moindre morbidité, voire de moindre mortalité des résidents. Donc est-ce que vous envisagez une telle étude scientifique ? Oui, alors c'est une excellente question. Évidemment, on a en tête tout ça depuis le départ. L'objectif pour nous, au-delà de se faire plaisir à travers une opération comme celle-ci, c'est bien évidemment d'avoir une juste appréciation de l'impact que ça génère dans les établissements sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués, et pas uniquement ceux que vous venez de citer, qui de toute façon sont très importants. Donc une évaluation est prévue, bien entendu. On a évidemment recours à un cabinet externe qui est spécialisé sur ces sujets-là et qui va nous aider à construire le référentiel à partir duquel on va s'entendre. Premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est qu'on est en train de constituer un comité scientifique sur cette opération où on va inviter des gériatres, des nutritionnistes et des spécialistes de ces questions à venir challenger tout ce qu'on fait et pouvoir donner aussi une vraie légitimité aux actions, voire les réorienter si on s'aperçoit qu'elles n'ont pas l'impact escompté. Et aussi les diffuser, parce qu'aujourd'hui, les politiques publiques sont de plus en plus fondées sur des données probantes. Oui. Ouais, vous avez absolument raison, puisque tout ce qu'on va apprendre de cette opération se doit d'être partagé. Vous l'avez compris, c'est une opération à but non lucratif. On est vraiment dans un projet ouvert qui s'adresse à l'ensemble des acteurs du secteur, qui invite tous les partenaires à rejoindre l'aventure. On a évidemment un regard très attentif des pouvoirs publics et notamment des cabinets ministériels. Le haut patronage de Laurence Rossignol est pour nous un signe intéressant aussi. Évidemment, les équipes du cabinet seront très attentives aux résultats qu'on pourra produire à la fin de cette opération. Alors, je vais rajouter sur l'évaluation, dans les réflexions qui sont en cours, il y a des éléments indirects qui peuvent être très intéressants. Du point de vue des patients, c'est la réduction de la consommation d'antibiotiques, parce qu'il y a un fort lien entre la dénutrition et la consommation d'antibiotiques. Donc c'est intéressant pour l'écologie générale, pour les patients et pour les coûts dépensés au titre de l'assurance maladie, qui soient portés en intégralité au niveau des EHPAD ou à l'extérieur. Et puis, comme ça a été très bien dit, il y a des éléments indirects qui sont le poids des poubelles. Parce que si on voulait motiver des EHPAD pour se pencher sur la nutrition ou la meilleure nutrition et du coup intégrer l'expérimentation Silver Fourchette, ça serait de dire regardez vos poubelles et interrogez-vous, parce qu'énormément de plateaux ou de repas ne sont pas consommés et c'est un bon indicateur, la poubelle. D'autres questions, réactions ? Je sais que c'était très clair. Ah, madame ? Merci.
Moi, je souhaitais savoir si vous avez eu vent d'initiatives similaires dans d'autres pays et s'il y avait des pays qui étaient un petit peu plus en pointe justement sur la lutte contre la dénutrition. Alors, à notre connaissance, non. Soyons clairs, on n'a rien inventé de révolutionnaire, hein. Ça reste un concours de cuisine. C'est plutôt la façon dont on va travailler tout l'environnement de ce projet qui va être pour nous source d'innovation importante pour les acteurs qui vont s'engager dans cette opération. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres opérations de ce type. Par contre, j'ai rencontré récemment une représentante d'une fédération italienne et qui est naturellement proche des secteurs de la dépendance au niveau de l'Europe, puisqu'elle est représentante de sa fédération à Bruxelles et qui était très intéressée par le projet et qui nous invite à réfléchir à une évolution vers d'autres pays européens dans les mois qui viennent. Voilà. Le reste de la question s'adressait plutôt à Madame Réa, c'était de savoir si effectivement il y avait des initiatives qui étaient prises pour réduire ces problèmes de nutrition chez les personnes âgées dans d'autres pays que la France. Est-ce que vous en avez connaissance ? Oui, alors c'est un sujet qui est évidemment bien travaillé dans les pays anglo-saxons, qui ont des publications un peu plus, je dirais, étoffées que les nôtres, mais qui n'ont pas les mêmes démarches, parce que sur le dépistage, il n'y a pas que le poids, il peut y avoir aussi des éléments biologiques, on n'est pas sur les mêmes modalités de tarification. C'est pour ça qu'il y a de gros écarts dans la littérature sur les pourcentages de patients dénutris en EHPAD. Mais en termes d'expérimentation sur le mieux manger, avec des chefs, à notre connaissance, il n'y en a pas. Par contre, du travail sur les textures modifiées, je pense qu'on est très en avance, mais il y a le Canada et la Suisse qui sont aussi pas mal derrière nous. Vous avez déjà des collaborations avec des universités sur ces problématiques de textures modifiées ou pas ? Alors ça a été travaillé au sein de la Société française de gériatrie, puisque nous avons, et je pense que les gériatres le connaissent, mais les personnes âgées, tout confondu, connaissent le nom de Monique Ferry, qui a beaucoup travaillé sur la nutrition et personnes âgées. Il y a beaucoup de publications. Mais si on voulait juste retenir qu'une chose, c'est qu'on peut avoir des pathologies chroniques, on peut être malade, mais jusqu'au dernier moment, même les quelques jours avant sa mort, beaucoup mangent et le plaisir reste de manger, c'est à nous de le cultiver. Et donc il y a plein de bonnes recettes pour renutrir les personnes âgées, mais pas que âgées d'ailleurs. Par contre, dès lors qu'on donne du plaisir, on est sûr que derrière, on aura une meilleure nutrition. Voilà, c'était les messages fortement portés par Monique Ferry. D'autres interventions ? Merci en tout cas. Si vous avez évidemment des questions complémentaires ou si vous souhaitez poursuivre les échanges, on vous invite à le faire sur le stand de groupe SOS Senior qui est tout à l'entrée. Vous n'aurez pas de mal à le trouver. Ou bien sur le stand de la FEAP dans le village santé, pas très loin non plus. Juste à la sortie de la salle. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.